Je suis Lynn Nguyen Tri. Je suis actuellement basée à Paris. J'ai effectué ma formation en sciences politiques, plus particulièrement en politique publique du territoire et en stratégie urbaine. C'est dans ce cadre-là que j'ai été amenée à travailler sur les sujets d'innovation et d'attractivité dans les collectivités territoriales. J'ai effectué la première partie de mon parcours au Vietnam, d'abord sur un projet de recherche que j'ai eu la chance de mener grâce à l'ONG Urbanistes du Monde. Le sujet de ce projet, c'était la Smart City au Vietnam et particulièrement à Hanoï. J'ai également travaillé sur des missions pour l'agence commerciale de l'ambassade de France au Vietnam, donc Business France, sur les sujets de green tech et d'industrie. Et je suis aujourd'hui responsable de projets urbains en Île-de-France. Merci beaucoup. Donc, on voit qu'on est déjà dans le cœur du sujet, presque. Eh bien, notre deuxième intervenant, c'est Dominique Sellier. Dominique, si tu veux bien te présenter. Très bien. Bonjour à tous. Merci de cette invitation. Je suis urbaniste de formation, la diplômée de l'école des Ponts et Chaussées, et j'ai travaillé essentiellement en fait dans le secteur de l'environnement, notamment en région Île-de-France auprès d'une agence régionale d'environnement sur les questions de quartiers durables, mais aussi de bâtiments écologiques, ainsi que sur des scénarios de prospective pour la transition écologique dans la région Île-de-France. Et depuis 8 ans, je suis installé à Oslo, que l'on voit peut-être derrière moi. Je ne sais pas si on reconnaît Oslo, son opéra et le nouveau musée Munch qui va bientôt ouvrir. À Oslo, je travaille plus. J'ai travaillé dans un premier temps auprès de DOGA, qui est le centre de design et d'architecture national sur les questions de politique d'architecture communale. J'ai travaillé aussi auprès d'un centre de recherche sur le patrimoine urbain et maintenant je suis auprès de l'Agence nationale en charge de la commande publique, notamment sur les bâtiments écologiques. Et parallèlement à cela, j'ai également une formation de philosophie avec un master qui a porté justement sur les questions d'écosophie urbaine entre la Norvège et la France. Merci beaucoup, Dominique. Donc, on reviendra aussi sur ces concepts qui sont annoncés ici. Eh bien, je vais me présenter moi-même aussi. Moi, je m'appelle Emmanuel Cerise. Je suis architecte urbaniste de formation. J'ai en fait fait mes études en France, dans l'Est de la France, à Nancy, enfin mes études d'architecte, et après j'ai entamé une thèse à Paris, à l'école d'architecture de Paris-Belleville et Paris 8. Et ma thèse portait sur les questions de planification et de production du logement dans la ville de Hanoï au Vietnam, où je vis actuellement depuis maintenant un peu plus de 8 ans. Donc, j'étais surtout enseignant-chercheur et maintenant, ici à Hanoï, je suis venu pour gérer des projets de coopération de la région Île-de-France dans le cadre d'un partenariat vraiment typiquement français qu'on appelle la coopération décentralisée. Donc, c'est la coopération entre collectivités territoriales. Alors, ça aussi, on va peut-être en reparler aussi un peu. Le rôle des collectivités territoriales est vraiment essentiel dans l'avenir des villes, évidemment. Et en fait, ça a toujours été un peu le cœur de notre coopération ici avec Hanoï. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont choisi un urbaniste pour mener ces projets de coopération. Et en fait, on travaille, on essaye d'avoir des projets un peu recherche, un peu opérationnels, mais toujours en fait sur les grandes questions de la ville. Et donc, on a eu des projets sur les questions du patrimoine, du transport public, de planification, et notamment avec l'Institut d'urbanisme de la ville de Hanoï, de planification de villes dites intelligentes et plus récemment
villes durables, ou ici ce qu'on appelle les éco-cités. Voilà, donc voilà le cadre en tout cas, les intervenants de cette discussion de ce soir. Et donc, l'idée ensemble, c'était de discuter justement, peut-être un peu librement, mais en tout cas, il y a deux grandes thématiques qui nous ont été suggérées, qui est l'histoire justement de la ville durable et de la ville intelligente, ou de la smart city. Alors, je vais d'abord poser une première question à Dominique. Justement, vous avez parlé d'un double parcours entre Oslo et Paris. Donc, quel lien faites-vous dans votre parcours d'urbaniste entre la France et la Norvège, entre la notion de proximité, qui apparemment euh, vous est chère, et celle de la ville durable? Oui, très bien. Ouais. En fait, oui, la notion de proximité, je l'ai plutôt empruntée au titre général de la nuit des idées, qui apparemment s'articule autour du proche. Et il me semblait en effet que c'était un thème qui peut être tout à fait pertinent pour aborder nos questions actuelles là, urbaines. Alors, on a vécu en plus dans la période là, récente une proximité forcée hein, du fait de la limitation de nos déplacements, mais aussi ça a été une occasion parfois de redécouvrir notre environnement immédiat. Enfin, je sais qu'en France, c'était la règle du kilomètre autour de chez soi. Ici en Norvège, il n'y avait pas de restrictions, si ce n'est dans l'enceinte de sa commune. Donc, on a la chance ici d'avoir une ville qui est aux 2/3 composée de zones naturelles. Donc, on a pu profiter au maximum de la proximité immédiate de la nature. Et on a vu en effet tous les habitants, enfin beaucoup d'habitants d'Oslo, les week-ends, aller dans la forêt montagne juste au-dessus de la ville et en profiter au maximum. Donc ça, cette règle de proximité ou du proche, je pense que c'est aussi peut-être un fil rouge aussi sur la façon dont on aborde les enjeux urbains actuellement. Et il se trouve en effet qu'à travers le thème là, d'écosophie, qui est en fait l'idée de la sagesse de l'oikos, de notre maison commune, de la Terre, quoi, et qu'on peut décliner tout à fait sur la sagesse d'habiter aussi notre environnement immédiat, qui est pour la plupart d'entre nous la ville. Eh bien, en fait, ce thème-là d'écosophie, il a été à la fois abordé par un philosophe norvégien, Arne Næss, très connu ici, un montagnard qui a aussi œuvré pour les questions d'écologie profonde et qui parle, lui, de la proximité, la nærhet til liv, til nature, donc l'idée de proximité à la nature et au vivant. Et je trouve que ce même concept d'écosophie a été repris par la suite par Félix Guattari, donc le compère de Gilles Deleuze en France, et qui lui l'a décliné d'une autre façon, puisqu'il parlait plus de l'articulation entre l'environnement, l'écologie environnementale, l'écologie sociale et ce qu'il appelle l'écologie mentale, c'est-à-dire plus nos représentations, la façon dont on construit nos subjectivités. Et ça me semblait intéressant parce qu'à travers son approche, Guattari, lui, il va plutôt axer justement sur le renforcement de nos identités individuelles par rapport au lieu que nous vivons. Et donc, de ce point de vue-là aussi, il aborde la question de la proximité qui peut faire le lien entre ces deux approches entre la Norvège et la France. Alors bien évidemment, il y aurait beaucoup à dire, sinon d'un point de vue plus opérationnel, sur les différences en termes de politique urbaine entre la France et la Norvège, même si on est dans un contexte européen, mais peut-être qu'on va pouvoir y revenir si vous souhaitez. Ouais.
Ouais, merci. Ça me fait penser aussi au concept de proxémie Oui, développé par Hall oui. et qui, en fait, est intéressant aussi hein, justement dans ce rapport interculturel qu'on peut avoir dans notre discussion à trois lieux géographiques différents. Et c'est vrai que ici en Asie, le rapport aux autres est très différent de ce qu'on peut connaître en Europe. Et en même temps il y a une connaissance ou une maîtrise en tout cas de la petite échelle ici qui fait que physiquement on est toujours très proche des matériaux, très proche de la matière. Et donc du coup il y a vraiment cette notion de proximité, en tout cas, elle n'est pas seulement d'homme à homme, elle est d'homme à la matière aussi, la matière de la ville. On y Mhm. reviendra aussi certainement. Alors, Ling, dans votre parcours aussi entre la France, le Vietnam sur certains échanges, comment est-ce que les questions de Smart City liées à la citoyenneté, au rôle des citoyens, est-elle émergée euh, dans vos réflexions en fait? Oui, c'est ça, même plus que de citoyenneté, ou en tout cas pour préciser, c'est bien la participation citoyenne dont on peut parler. Donc ces deux notions-là, participation et citoyenne, sont d'abord arrivées et ont été étudiées de manière disjointe dans un premier temps, donc au prisme des politiques publiques relatives à l'aménagement du territoire en Europe notamment. Et donc, comme on l'a vu, il y a des différences de contexte, d'appréhension de ces notions qui sont énormes d'un pays à un autre et encore plus d'un continent à un autre. Et dans le cadre donc, d'une étude comparée qui a été organisée par l'ONG Urbanistes du Monde, ça a été l'occasion en fait de faire un pas de côté, d'enrichir la définition de Smart City et de sortir un peu d'une vision un peu européocentrée de cette notion, même si voilà, Smart City, c'est peut-être un concept qui est né dans un environnement des pays du Nord moderne, mais comment cette notion-là va se décliner dans d'autres démographies, d'autres territoires avec des problématiques bien différentes. Ce qui était intéressant au Vietnam dans l'étude de ce concept de Smart City, c'est deux éléments. D'une part, un usage très très fort des nouvelles technologies et la démographie du Vietnam qui est très jeune, très dynamique et qui s'approprie très très facilement ces technologies-là. Et le deuxième élément de contexte, c'est la force et la présence de ce concept de Smart City dans les discours. Voilà, depuis 2015, surtout 2016, on sent en fait que les autorités du pays se sont vraiment emparées de cette notion-là, ont énormément d'ambition autour de ce sujet-là. Donc, c'était très intéressant d'essayer de voir en fait ce que ça signifiait derrière ça. Qu'est-ce qu'il y avait en fait derrière ce mot un peu valise dont on aura, je crois, l'occasion de revenir sur la définition. Et puis pour faire le lien avec la proximité dont on parle beaucoup là, depuis le début de l'entretien, dans la Smart City, la proximité, elle revêt une dimension assez paradoxale. En fait, la Smart City, c'est d'abord la proximité dans le temps, puisqu'on rapproche un besoin, une demande d'une offre, et ainsi on optimise l'usage de la ressource. La Smart City peut permettre d'aller chercher une réponse à un besoin au plus près et dans un temps réduit. Et c'est là que on a un traitement de la ville en direct sur le moment. C'est vraiment la gestion instantanée d'un besoin. Mais par ailleurs, à la Smart City, c'est aussi une technologie qui va permettre la distance. Et donc, enfin, voilà, on en est la preuve aujourd'hui. La Smart City, c'est aussi les relations à distance, l'approvisionnement à distance. C'est aussi des modèles économiques qui sont éclatés dans le monde entier avec des systèmes de délocalisation, de vente en ligne.
Donc voilà, la proximité, c'est une notion un peu ambiguë dans un système dit intelligent. Oui, tout à fait. Et si je pourrais ajouter quelque chose aussi sur les modèles de Smart City qui sont effectivement très présents ici au Vietnam, qui est aussi, c'est une stratégie, hein, c'est aussi une stratégie nationale de développer des villes qui se disent smart au Vietnam. Mais il y a aussi, il faut le dire, des modèles qui ne sont pas que européens. Ici, c'est très, très, très porté par des coopérations avec les pays dits développés d'Asie, la Corée du Sud en premier, le Japon, Singapour, qui sont vraiment des... Singapour, par exemple, et Songdo, dans la grande, grande banlieue de Séoul, enfin, près de l'aéroport, sont vraiment des modèles ici qui sont affichés comme étant des développements possibles et futurs d'une ville smart, d'une ville intelligente. Oui, il Avec, y a une influence avec, internationale qui est énorme. et avec des concepts en fait ou des idées derrière qui sont assez différentes de ce que nous on peut désirer ou mettre en avant dans ce qu'on appelle la smart city en Occident. Alors maintenant, abordons un peu les questions justement de développement durable. Alors, en restant sur cette idée de proximité, Dominique, comment justement ce thème de la proximité peut servir à un développement urbain durable? Oui, en fait, c'est vrai que il s'agirait peut-être de sortir dans un premier temps de la doxa du développement durable qui s'articulait autour du penser global et agir local dans la critique qu'on peut faire maintenant de cette globalisation qui est en fait une forme d'uniformisation des modèles, des façons de penser et donc qui nous éloigne un peu de cette recherche de singularité et de proximité. Donc, ce serait plutôt l'idée de parler de pensée mondiale en essayant justement de conserver ces spécificités des lieux, des cultures, pour lutter contre une forme de standardisation qui a été amenée par cette globalisation capitalistique, quoi. Mais en même temps, c'est peut-être aussi privilégier le mouvement inverse, c'est-à-dire plutôt partir du local pour œuvrer pour le mondial, quoi. Et en aucun cas, le local ne doit être un repli sur soi, donc ça doit être aussi la façon de nous ouvrir sur le reste du monde avec l'idée de tisser des relations vertueuses, certes dans son environnement immédiat, restaurer un peu la notion de territoire. Ça, c'est des notions qu'on voit beaucoup avec aussi l'idée de biorégion, de pouvoir consommer et produire local, notamment lorsqu'il s'agit de notre alimentation. Donc ça, c'est des éléments forts qu'on retrouve aussi beaucoup dans des notions autour de l'économie circulaire ou des circuits courts. Donc là, on est vraiment dans la pensée du local et de la proximité immédiate, mais il faut en effet que ce soit fait de telle sorte qu'on ne soit pas replié sur son propre lieu, mais toujours en connexion avec le reste du monde. C'est peut-être ça qui est un peu l'enjeu. Il n'y a pas de solution concrète à ça. Ça se bâtit au fur et à mesure en fonction des politiques urbaines, mais aussi de la façon dont on peut les aborder en tant que citoyen, mais aussi au niveau de l'expertise, la façon dont on échange, justement, de la façon dont on peut communiquer sur ces modèles de ville qu'on souhaite privilégier, quoi. C'est clair que je pense que la question justement du développement durable, c'est une question qui est devenue universelle, en tout cas qui touche
qui touche l'ensemble des grandes métropoles et des sociétés en réalité. Mais en même temps, moi je vois dans la question du durable un lien assez fort au patrimoine ou au terroir même. En fait, on est forcément un peu lié à ces questions-là. Alors, il s'agit évidemment, comme tu viens de le dire, c'est pas du tout de se limiter au local ou de n'être que global. C'est plutôt vraiment l'aller-retour entre les deux. Mais là aussi, quand on parle de patrimoine ou de terroir, de lien en fait à sa culture, ou à la transmission de sa culture. C'est peut-être ça aussi qui est peut-être le plus important. Il y a des différences assez fondamentales entre le monde asiatique et le monde occidental. Je prends juste un exemple. La maison, ça fait partie de ce qu'on lègue à nos générations futures en Europe, en France, en Europe en général, parce qu'elle est en pierre, parce qu'elle est durable. Traditionnellement, ici en Asie, la maison dure moins longtemps qu'une génération parce qu'elle est faite en bois, en matériaux périssables, parce que le climat aussi fait que les maisons ne sont pas durables. Et donc, du coup, on ne lègue pas une maison. La maison, ce n'est pas le patrimoine. Par contre, la terre, oui, la terre agricole, ces sociétés ici, sud-est asiatiques, sont des sociétés qu'on dit agraires. Et ce qu'on lègue à ses enfants, c'est de la terre agricole. Et donc là aussi, on voit des liens très différents entre l'homme et la terre en Europe ou en Asie. Et ça a quelque chose à voir justement avec la durabilité de nos villes et de nos sociétés. Alors, Ling, si on revient sur ces questions alors on reste dans la ville écologique ou la ville durable, mais plutôt sur ce jeu des acteurs, le rôle des citoyens, mais aussi le rôle des acteurs publics, des acteurs privés dans le projet durable. Qui peut jouer un rôle pour avoir une ville durable qui soit plus inclusive? Au risque de faire une réponse un peu naïve ou alors utopique, dans le qui, je pense que la réponse, elle est plurielle. Et c'est peut-être là, justement, qu'il y a des éléments de solution. C'est peut-être justement dans l'imbrication de l'ensemble des acteurs que vous avez pu citer que se trouve un horizon de ville partagée, inclusive, durable. Je pense qu'il y a des interdépendances entre ces acteurs-là et il faut pouvoir en profiter. Donc, il faut d'abord reconnaître, admettre ces interdépendances, respecter le rôle de chacun et la valeur du rôle et de la parole de chacun pour pouvoir bénéficier de ces relations d'interdépendance. Donc, c'est une vision optimiste, mais grâce à cette interdépendance et aux imbrications entre ces acteurs-là, on peut jouer sur plusieurs leviers qui vont accompagner en fait la durabilité de la ville. Donc, ces leviers, c'est des éléments relativement simples. Il y a déjà un premier volet autour de la communication, qu'on fait des projets. C'est un exercice très important de rendre accessible dans les imaginaires, dans les esprits, ce que c'est que la ville écologique et la démocratiser. Et ça revient à répondre aux questions de pour qui on fait la ville, comment, pourquoi. Il y a vraiment un exercice qui doit être fait par les décideurs, par leurs opérateurs de la ville, qu'est-ce que c'est, pour qui on l'a fait et comment. Et plus loin encore, au-delà de la communication, on peut aller jusqu'à la co-construction des projets, y compris avec les citoyens, notamment pour intégrer en fait les usagers dès les premières étapes de la conception pour être sûr, ou en tout cas d'aller à l'objectif d'une ville qui corresponde aux attentes et aux aspirations. Bon, là va se poser la question de quels sont les citoyens, quels sont les usagers qui s'intègrent dans cette démarche-là. Là encore, il y a des biais. Et enfin, l'autre grand levier important à actionner pour mettre en place ces villes
partagée et inclusive et qui nécessite l'imbrication de ces différents acteurs, c'est la question du financement de la ville. En fait, grâce à des montages financiers, on peut atteindre un équilibre économique et une faisabilité et ainsi instaurer des populations et des services qui soient mixtes. Donc c'est dans ce jeu-là qu'intervient en fait le dialogue entre les acteurs. En plus de cela, ce qu'on note autour de ces concepts-là, c'est l'arrivée de nouveaux entrants, notamment par exemple les acteurs de la ville durable ou de la technologie verte. C'est des acteurs qui vont arriver pour, d'une part, agréger ensemble les acteurs existants, les pousser dans leur position traditionnelle et combler les manques qui peuvent exister sur la chaîne de valeur. Mais encore une fois, il y a une interdépendance entre ces nouveaux acteurs porteurs d'une nouvelle vision de technologie, etc., et les acteurs existants déjà présents sur le process de fabrication de la ville. Là, c'est qu'il y a forcément des questions sociales qui vont se poser autour de la ville écologique. Et donc, pour aller plus loin, on peut même évoquer en fait les conséquences sociales de la construction de ces nouveaux quartiers. Voilà, un lien un peu mécanique qu'on observe, c'est lors d'une opération de rénovation, de construction d'un écoquartier. Mécaniquement, se met en place une hausse des prix des fonciers et la mise en place de lieux de vie qui sont qualitatifs et qui vont attirer une certaine partie de la population. Et c'est ce qu'on peut appeler le phénomène de gentrification. Et c'est un peu l'effet pervers du verre, enfin de la ville durable. Cela étant, il faut pas s'arrêter à cette observation. Encore une fois, je reprends la thèse un peu utopiste, en tout cas optimiste, autour de la ville durable. Et il y a plusieurs choses à maîtriser dans la conception d'un écoquartier. D'abord, comment est-ce que ce nouveau quartier va s'intégrer à son territoire existant? Est-ce qu'il va remplacer l'offre de logement qui existe déjà ou est-ce qu'il va intervenir en complémentarité? Est-ce qu'il va repolariser l'offre de commerce, de services, d'animation autour de lui ou au contraire, encore une fois, est-ce qu'il va arriver en complément? Est-ce qu'il va être pensé comme une ville, comme une ville dans la ville fermée? Mais voilà, c'est des questions qui se posent en fait dans la conception de ces villes. De même que le coût d'entrée au quartier, est-ce que ce quartier est accessible financièrement? Est-ce que tout le monde ressent une légitimité à y être? Donc, encore une fois, on en revient sur l'exercice de communication qui est à faire de la part des villes et des opérateurs privés, mais aussi du montage économique de ces quartiers. Si on veut une offre de logement mixte, avec du logement privé, du logement social, voire très social, du logement d'insertion, il y a un effort de fabrique du montage financier à trouver ensemble. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que c'est les remarques que vous faites, c'était sur la ville durable ou les écoquartiers. En fait, oui. on pourrait quasiment faire exactement les mêmes sur la ville intelligente ou les quartiers connectés. Et d'où une autre question, pour revenir sur ce jeu des acteurs, est-ce que vous pourriez aborder un petit peu le rôle des privés, des entreprises privées, autant des entreprises en charge de l'immobilier, mais aussi des nouvelles technologies. Parce qu'en fait, très souvent, alors là, quand on parle plutôt de la Smart City, on est très souvent happé par les offres que peuvent faire les grandes, je ne vais pas les citer, mais les grandes entreprises de télécommunications ou d'énergie même, qui ont des offres qui sont très souvent essentiellement techniques sur la Smart City.
Oui, si on revient là, en effet, sur ce thème-là de la Smart City, c'est vrai que ici à Oslo, ça, c'est pas présenté comme un, Oslo ne se présente pas en tant que tel comme une smart city. Ce n'est pas là-dessus que les politiques locales se fédèrent. Elles vont plutôt se fédérer, bien évidemment, sur les questions de climat et de bien-être. Si on utilise le terme de smart city, ça va être plutôt dans une vocation de marketing, de vendre un peu sa haute technologie, sa high-tech vis-à-vis de l'extérieur. Mais lorsqu'on voit les programmes dits labellisés, enfin, il n'y a pas de label en tant que tel, Smart City est présenté par la ville d'Oslo, ça va porter bien évidemment ici sur l'électrification des transports, hein, puisqu'on est ici dans la capitale mondiale du transport électrique, avec la moitié maintenant des véhicules neufs sur le marché qui sont électriques et les trois quarts qui sont soit électriques ou hybrides. On a une électrification aussi du réseau de bus, mais également des ferries entre Oslo et puis les communes autour du fjord. Donc là, je pense qu'il y a un véritable savoir-faire. Un autre élément sur lequel la ville d'Oslo est un peu pilote au niveau mondial, c'est tout ce qui concerne l'électrification de ces chantiers. On parle de chantiers sans carbone, c'est-à-dire qu'on a maintenant des engins de chantier qui vont passer de plus en plus à l'électrique pour éviter toutes les émissions de diesel avec les conséquences à la fois climatiques et sur la santé. Donc ça, c'est des exemples d'utilisation un peu du terme Smart City qui peut être enfin raccroché à la Smart City. Il y a également tout ce qui relève de la livraison logistique propre, avec le dernier kilomètre aussi qui est fait par des petits engins, des petits véhicules électrifiés. Bon, ça va plutôt tourner autour de ces questions. Mais ils vont véritablement mettre à chaque fois l'usager, le citoyen au cœur du projet pour éviter de faire en sorte, en effet, que cela devienne uniquement un porte-voix pour des grandes entreprises. C'est un peu le danger qu'on perçoit ici dans le rôle, enfin dans la doctrine autour des smart cities, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'usage peut être fait de ces informations qui circulent plus facilement, c'est des informations qui vont être captées à des fins économiques, oui, par des grands acteurs et des finalités souvent sécuritaires ou des finalités de surveillance même des espaces publics. On n'a pas vu encore une contribution qui, même si c'est le souhait, hein, qui soit vraiment plus axée sur un renforcement de la citoyenneté, ou utiliser au mieux ces outils pour que les citadins soient pleinement actifs dans le cadre des délibérations qui se font au niveau local, hein, sur les choix de vie et de construction de quartier. Ça serait un véritable enjeu. Il y a sans doute des belles idées là-dessus, mais malheureusement, lorsqu'on vend le paquet Smart City, on va, d'un point de vue économique, les acteurs économiques vont plutôt se concentrer sur là où il y a des bénéfices à effectuer. Alors, il peut y avoir également un intérêt sur la gestion euh, verte, entre guillemets, à savoir des économies d'énergie, parce qu'on a un meilleur contrôle des flux, des intrants et des sortants. Ça, c'est également un gain sensible. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait un contrôle aussi de la part des citoyens pour pouvoir vraiment gérer et piloter au mieux
dans le cadre démocratique tous ces nouveaux outils, quoi. C'est un petit peu la première remarque que je ferai. Alors, juste pour compléter en termes de comparaison là, sur le mode de fabrique urbaine entre la France et la Norvège, ici, les acteurs privés, c'est-à-dire les promoteurs privés, sont très actifs, c'est-à-dire que ce sont eux qui prennent les initiatives de portage de nouveaux quartiers, même d'éco-quartiers, entre guillemets, même s'il n'y en a pas eu énormément en tant que tel. Et donc, ils ont ça s'inscrit bien évidemment dans un esprit très nordique de recherche du consensus et donc dans un véritable dialogue avec l'autorité en charge de la planification, les services d'urbanisme de la ville. Mais à la différence de la France, on va avoir un portage plus public, notamment à la phase d'aménagement. Ici, ce sont avant tout les promoteurs privés. Donc, ils vont sans doute avoir une finalité aussi économique, ce qui est normal. Ils doivent intégrer toutes les exigences de la ville en matière de développement durable. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, on n'a pas du tout, par exemple, le même garde-fou pilotage avec les politiques de logement social telles qu'on peut les avoir en France. Mais juste pour noter quelques différences dans le mode de fabrique urbaine. Okay. C'est intéressant parce que du coup, au Vietnam, on se rapprocherait plus de la Norvège que de la France. Ici, les nouveaux quartiers, la fabrication de la ville se fait aussi énormément par les promoteurs privés, nationaux, pour la plupart. Et c'est assez nouveau, hein, parce que ce n'était pas du tout le cas dans un pays socialiste où on avait une tradition plutôt de plans, de planification portée par les autorités publiques. Depuis une dizaine d'années, il y a des acteurs privés, locaux, nationaux, très puissants. Et souvent, c'est eux qui, dans exactement les mêmes conditions que vous énoncez pour la Norvège, eh bien, en fait, vont prendre en charge la construction de nouveaux quartiers qui vont une fois s'appeler Smart City machin, etc. Et donc, et là, on comprend qu'il y a le côté marketing de ces expressions, de ces villes qu'on va dire vertes, qu'on va dire intelligentes, qu'on va dire agréables, etc. Et qui souvent, hélas, le côté marketing prend vraiment le dessus sur la réalité des choses. Quand on analyse un petit peu les projets, on reste un peu sur notre faim. Alors, Lynn, concernant peut-être la région Île-de-France, hein, ou le contexte français, hein, comment vous définissez ces projets smart de smart city dans le contexte francilien, par exemple? C'est probablement une question qui m'est adressée, donc je vais bien sûr y répondre. Peut-être avant ça, sur la fabrique de l'aménagement et des villes, évidemment, je ne peux qu'aller dans le sens de Dominique, hein, sur la comparaison entre la France et la Norvège, pour essayer aussi d'apporter une réponse à la question que vous posez, Emmanuel, sur les acteurs, car je crois qu'on a un peu dérivé. C'est vrai que le portage en France des questions d'aménagement et de la ville, il est essentiellement public, donc avec un rôle de la ville à l'échelle locale qui est très très fort dans le contrôle de l'utilisation des sols, dans les autorisations pour la construction des projets, etc. Et avec la Smart City, on voit en fait l'acteur public qui autrefois avait le monopole de cette compétence-là, qui se retrouve un peu déstabilisé en fait par ces grands groupes de télécommunications. Et pourquoi? Parce que la Smart City, c'est avant tout de la donnée. Et donc, avec qui on va partager la donnée, la collecter, la traiter, c'est avec en effet ces entreprises privées.
Donc la ville se retrouve un peu à partager un peu sa compétence, et c'est là qu'on voit l'émergence et même le développement très fort des partenariats publics-privés. Et pour ce qui est des acteurs du logement, en fait, c'est un peu comme les villes. Ils doivent aussi se réinventer à ces nouvelles injonctions, se former au numérique. Et ils ont en France donc un rôle d'opérateur au service des villes, c'est-à-dire apporter de la compétence technique, apporter des financements. Et de plus en plus, en fait, le secteur privé est sollicité pour apporter des réponses à ces sujets-là. Que c'est beaucoup dans l'innovation, dans la communication autour des projets, dans la coproduction des sujets. Donc, en effet, il y a une reconfiguration quasi totale du jeu d'acteurs autour de ces sujets de Smart City. Du coup, on en arrive un peu à la définition, je crois, de la Smart City, si c'est bien là où vous voulez en venir. On a beaucoup parlé de la définition technique, voire technologique du terme, qui est la plus commune, hein, donc des dispositifs technologiques pour réguler la ville en temps réel, gérer les flux, que ce soit la mobilité, l'énergie, l'eau, les déchets, l'information, d'où le lien aussi avec la ville verte, hein, on est dans l'optimisation de l'utilisation des ressources. Et on a un nombre d'exemples en Île-de-France et en France qui est énorme maintenant, en fait, la Smart City, des illustrations à différentes échelles. Il y en a beaucoup, que ce soit dans les capteurs qui sont installés à différents endroits de la ville pour contrôler les nuisances sonores, celles de la pollution et donc réguler le trafic, pour suivre l'évolution de la qualité de l'air, par exemple. Tout ça, c'est des petites instrumentalisations en fait, de la Smart City. Également, un nombre incalculable de plateformes qui permettent de connecter un besoin à une offre pour trouver un vélo en libre service ou une place en coworking. Tout ça, c'est des exemples. Donc là, on est dans un usage où la technologie, la technique, elle est au centre. Si on prend un autre volet de la définition de la ville intelligente, il ne faut pas oublier pour qui la ville elle est intelligente. Et c'est là qu'on peut remettre au centre de la définition les citoyens et donc les usages. En fait, la ville intelligente, c'est aussi l'intelligence humaine et pas que celle des machines. Et d'où l'intérêt de regarder en fait comment l'humain va s'approprier la technique pour répondre à ses besoins. Et évidemment, ça paraît évident quand on le dit, mais une ville intelligente ne peut pas l'être sans ses habitants. Sinon, c'est l'inverse qui se passe. Si on ne fait que recueillir de la donnée par des capteurs, on n'est pas du tout dans un processus de formation, de sensibilisation, de mise en activité des citoyens. Donc, la ville intelligente, ça passe beaucoup en fait par la formation, la sensibilisation, l'intelligence collective aussi, avec la mise en place de réseaux d'entraide, de solidarité, ou même simplement de mise en commun des ressources. Donc, il faut bien sûr parler des technologies, et dans la définition sociale de la Smart City, on n'exclut pas du tout la technologie. Au contraire, c'est un élément de contexte, mais c'est un support de l'intelligence humaine qui font aussi les Smart Cities. Ok, alors là, je vois aussi une divergence, en tout cas, ouais, une différence assez forte entre une perception en Asie et peut-être en Europe qu'on peut avoir, hein, de la Smart City. C'est-à-dire qu'on sait que, comme le concept d'écoquartier, hein, le concept de Smart City connaît aussi certaines critiques. Notamment sur les questions de citoyenneté, d'accès, etc. Ici, on est en Asie, et pas qu'au Vietnam, dans une sorte de pensée techno très forte qui serait la solution au problème. C'est-à-dire que c'est une pensée progressiste en fait, où on est dans des phases de développement importantes,
où la croissance est toujours bénéfique, toujours pensée bénéfique, et le progrès toujours vers du meilleur. Et donc, l'intégration, par exemple, de la question environnementale, elle est pensée principalement en termes de green technology. Donc, les solutions vont être technologiques. Et ça j'aimerais bien vous entendre aussi sur les différences de perception qu'on pourrait avoir entre l'Europe et l'Asie sur ces questions-là. Enfin, en tout cas, comment on peut aborder cette critique faite à la Smart City? Oui, c'est vrai que Oui. ici, sans doute dans un contexte européen où on remet en cause les modes de développement traditionnels, on va sans doute avoir un discours un peu plus prudent sur tout ce qui relèverait là, du mythe de la techno-salvation, avec ces smart cities, puisqu'on a vu que cette ville intelligente et connectée, elle reste quand même d'une certaine façon bloquée dans le paradigme du développement quantitatif, et elle doit simplement résorber les externalités négatives, mais elle ne remet pas fondamentalement en effet le mode de croissance tel que ça a pu être évoqué. On fait simplement appel à des nouvelles technologies. C'est là où justement bon, les penseurs là, comme Guattari nous sont utiles, puisque sans être technophobes, bien au contraire, ils essayent de repenser comment utiliser au mieux ces technologies pour renforcer nos identités, nos subjectivités, et nous faire être plus des citoyens actifs et en lien direct avec notre environnement. Et c'est peut-être là tout l'enjeu de l'utilisation de ces smart cities, là, comme Lynn l'a bien présenté, de créer cette ville basée plus sur l'intelligence humaine. J'ai un peu peur que ça reste encore du côté des vœux pieux, puisqu'on voit aussi des forces économiques extrêmement puissantes où le citadin est simplement soumis à un diktat technologique et perd maîtrise de toutes ces informations. On dit bien que si c'est gratuit, c'est qu'on est nous-mêmes le produit, quoi. Et ces informations ont une valeur économique qui peuvent être utilisées d'une façon qu'on ne maîtrise plus. Et c'est dans cette question de la maîtrise que justement les smart cities, si elles devaient devenir un concept positif pour notre façon d'aborder la ville du futur, devraient être réinvesti, quoi. Comment miser sur cette intelligence collective, renforcer l'expertise citoyenne locale pour que le citoyen, grâce à l'utilisation de toutes ces technologies numériques, puisse participer beaucoup plus activement à la délibération publique, à renforcer là, tous ces réseaux locaux de solidarité. Et c'est là où peut-être en effet on aurait cette alliance entre la ville machine qu'on évoquait précédemment avec la ville plus organique, plus en lien avec le vivant, quoi, et le sensible aussi, parce que même si ces technologies nous permettent de communiquer là, comme actuellement, à distance, on sent bien aussi qu'il y a un réel besoin de retrouver la dimension sensible dans nos villes. Et ça passe par un contact, une proximité immédiate en se confrontant à l'altérité et à la diversité.
Alors c'est vrai, euh, vous évoquiez tout à l'heure le problème de la crise et justement de cette proximité, la crise sanitaire actuelle, et de cette proximité qui s'est confinée. Hein. La proximité s'est aussi confinée. Euh, c'est aussi, je pense, cette épidémie de Covid, ça a été aussi un moment où un peu partout, on a accéléré l'usage des nouvelles technologies. Ici en Asie, par exemple, où on se pose moins la question aussi sur la diffusion ou partage de données personnelles, hein, par exemple. On a beaucoup utilisé des nouveaux types d'applications pour localiser les personnes infectées, les cas contacts, tracer les déplacements des cas contacts. Ça s'est fait ici, ça a été un outil que les gens ont jugé efficace. Il y a eu d'autres applications, je mentionnerai par exemple à Bangkok, une application assez intéressante alors ils n'avaient pas une véritable pénurie de masques, mais ça commençait à être tendu, et donc une application qui permettait de localiser les pharmacies qui possédaient des masques, qui proposaient des masques avec les prix. Voilà. Et donc du coup, tout ça, c'est des implications en fait dans la vie du quotidien, dans des villes qui sont déjà constituées avec ces nouvelles technologies. Ça m'amène à une question peut-être un peu plus générale sur l'impact de cette crise sur les différentes villes dans lesquelles on vit. Je vous mentionnais un peu ici à Hanoï, mais et plus généralement, cette crise, ok, mais plus généralement, l'impact des crises, crise écologique, crise sanitaire sur les villes. Je ne sais pas dans vos métropoles respectives s'il y a des expériences à partager. Ling, par exemple. En France et en Île-de-France, le constat de l'utilisation des technologies dans le cadre de la crise sanitaire qu'on traverse, il est globalement le même. Hein. Le recours à toutes les technologies qui permettent de travailler à distance. Autrefois, on campait un peu sur des positions un peu traditionnelles de présentiel. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas et on voit comment tout le monde, même les gens qui étaient réticents, ont pu s'accaparer de cette technologie parce qu'ils n'avaient pas le choix. Hein, ça c'est sûr. Après, on a aussi beaucoup entendu parler du concept de résilience. Et ça fait écho à ce que vous mentionniez sur la réaction aux crises, en fait. Comment converger vers une ville résiliente. Et ça fait le lien en fait entre ces deux transitions qu'on évoquait, la transition numérique et la transition écologique. Et là, cette crise, elle permet de mettre en écho le numérique au service de la santé et au service de l'écologie. Voilà ce qu'on peut observer en France. Et du côté d'Oslo? C'est le même constat, hein, bien évidemment, l'usage du télétravail qui a facilité, qui a sans doute transformé aussi notre mode d'usage de la ville, notre mode de travail, mais au-delà de ça, il y a eu aussi la redécouverte des circuits courts d'alimentation, quoi, pouvoir aussi privilégier des petits producteurs locaux. Ça a été également le cas partiellement en Norvège. Et derrière cette idée, on rejoint complètement l'image, enfin la volonté de créer des quartiers dits durables ou symbiotiques, où on va en effet privilégier les circuits courts de proximité, à la fois en termes d'alimentation, et faire en sorte qu'on va pouvoir
réutiliser une partie des déchets générés, les recycler dans le circuit économique, quoi. Alors peut-être qu'à travers cette crise sanitaire et climatique, je pense que oui, le temps qui nous a été mis à disposition, enfin un autre rapport au temps qu'on a eu l'occasion d'expérimenter avec la crise sanitaire, ça nous a aussi obligé peut-être à penser différemment le lointain, donc encore se rapprocher de notre environnement immédiat et plutôt on l'a vu hein, dans toutes les villes en Europe, sans doute en Asie aussi, de renforcer des solidarités locales, des réseaux de voisinage, etc. Et ça, je pense que s'il y a une ligne de conduite à rechercher pour ces prochaines années pour une ville plus agréable à vivre, c'est sans doute celle de la ville résiliente, oui, qui puisse faire face aux différents chocs qu'elle va subir, et puis aussi celle d'une ville cette fois-ci inclusive, une ville qui va vraiment être pour tous hein, et qui va inclure plutôt qu'exclure, quoi, et se rapprocher de tous, quoi. C'est un petit peu l'enjeu, sans doute encore utopique, mais qui pourrait être aussi recherché derrière ces politiques urbaines. On a tellement de politiques urbaines qui, de par les forces économiques, ne font que renforcer la ségrégation sociale et spatiale. Donc, si on peut mettre en avant plus cette idée d'inclusion, je pense que ça serait un gain réel. Merci, c'est vrai. Hein, faut rester optimiste, on va dire. Et c'est vrai que, par exemple, ces situations de crise, il y a eu de la solidarité locale. Ici aussi, en Asie, hein, il y a eu des moments, alors qu'il y avait de la violence dans le confinement, dans le traçage de certaines personnes. Ici, ça a pu être aussi vécu comme une certaine violence, même si ça s'est fait. Mais il y a eu aussi des solidarités locales. Et je pense même, si on revient sur cette idée aussi de local global, il y a eu aussi de la solidarité globale, internationale, avec la crise. Je prends pour exemple ce qui s'est passé à la région Île-de-France, où dans un premier temps, la région Île-de-France a envoyé des masques en Chine parce que la crise a commencé en Chine et c'était grave. Et dans un second temps, la Chine, le Vietnam a envoyé des masques en région Île-de-France pour soutenir la région Île-de-France qui a vécu quand même des moments difficiles avec la crise sanitaire. Non, mais c'est important parce qu'en fait, c'est vraiment là que se joue l'acceptabilité aussi enfin, l'acceptabilité et puis l'intérêt de ces concepts. C'est qu'on est dans le local et on est dans le global. Et je pense que c'est toujours une idée d'équilibre, que ce soit pour la ville intelligente ou pour une ville plus vivable, plus durable. C'est cet équilibre qu'on doit avoir, ou cet aller-retour qu'on doit avoir entre les choses qui sont plus locales, ou plus globales. Peut-être une dernière question pour chacun de vous. Avec cette discussion qu'on vient d'avoir, comment vous envisagez les difficultés majeures pour construire la ville de demain, pour qu'elle soit en même temps intelligente, en même temps vivable, en même temps durable? Qui veut prendre la parole en premier? Je peux prendre la parole si vous voulez. Je pense que les difficultés pour construire la ville de demain, on les a quasiment toutes évoquées en filigrane pendant l'entretien. Moi, j'ai beaucoup insisté sur l'enjeu social, sur l'intégration, la lutte contre l'exclusion. Penser une ville pour les enfants, penser une ville pour les aînés, pour les femmes, pour les personnes atteintes d'un handicap. Ça, c'est une difficulté, enfin, ou même pas forcément qui doit être envisagée comme une difficulté, mais en tout cas un challenge.
On a évidemment un enjeu écologique autour de l'épuisement des ressources. Hein. Une ville, ça a besoin de ressources pour être construite, et puis ensuite, ça continue de consommer des ressources. Donc, il y a un double enjeu dans la construction des projets. Il y a combien ça coûte de le construire, combien ça coûte, quand je dis coûte, c'est en ressources naturelles, hein. Combien ça coûte à être exploité. Et même aujourd'hui, maintenant, dans la construction et la conception des projets, on étudie aussi combien ça va coûter de le transformer. Et donc là, on est vraiment dans une perspective de temps long et de ville résiliente. C'est-à-dire, on ne pense pas seulement à combien on va mobiliser en ressources pour construire la ville. Non, non, on pense aussi à comment on va l'utiliser, combien ça va nous coûter, mais aussi quel est le coût écologique de la transformation ou de la, la restructuration du projet. Ensuite, il y a l'enjeu sanitaire dont on a beaucoup insisté sur la fin de l'entretien. Maintenant, on sent que la santé, elle devient centrale dans les politiques d'aménagement et de projets urbains. Ce n'était pas forcément le cas auparavant. Maintenant, la santé va vraiment être au cœur des sujets quand on va penser l'aménagement. La santé, que ce soit dans les espaces publics, dans les espaces privés, dans les espaces privés recevant du public. Enfin, maintenant, on le sent en fait dans les discours politiques et dans les cahiers des charges que c'est vraiment une donnée devenue essentielle. Et enfin, pour permettre tout ça, un enjeu économique, puisque les villes, il s'agira de les financer les services de la ville, hein, et puis voilà, c'est globalement toutes les difficultés. Alors c'est très général et à chaque ville, à chaque pays, chaque continent, ces difficultés, mais disons que c'est les quatre grands axes de travail. Merci. Et du côté de Dominique? Oui, je pense que là, on a bien résumé en effet on a fait le panorama là, des principales difficultés avec les enjeux à la fois environnementaux, sanitaires, économiques et même sociaux. Donc, moi, ce que je voulais simplement mettre en exergue, peut-être en guise de conclusion, c'est ce besoin peut-être pour surmonter ces difficultés, pour imaginer la ville de demain, c'est ce besoin d'expérimentation, quoi. S'écarter peut-être de ces modèles qu'on a en tête de la ville, de quartier durable ou de la smart city, ou laisser vraiment place à la créativité, et la créativité qu'elle soit dans les montages, hein, comme on a pu les évoquer, dans les formes de partenariat entre les différents types d'acteurs au plus proche, au niveau local, mais aussi dans la créativité peut-être en sollicitant aussi peut-être plus la dimension culturelle, hein, qu'on a peut-être pas suffisamment évoqué là, dans le cadre de notre entretien, avec des artistes qui peuvent aussi contribuer à façonner la ville de demain ou à renforcer nos représentations, notre lien affectif avec cet environnement urbain. Donc tout ça, ça doit être un terrain propice pour pouvoir laisser libre à l'imagination et à la conception nouvelle de lieux où il fera bon vivre, de lieux en ville où il fera bon vivre, quoi. Merci. En fait, il me revient de synthétiser, de conclure, mais vous avez déjà dit évidemment l'essentiel des choses. Juste un élément qu'on pourrait avoir tendance à oublier, et c'est bien dommage, c'est que quand on parle de ville durable, quand on parle de ville intelligente, on ne parle pas que d'intelligence ou de durabilité, on parle de ville. La question, justement, c'est ça, c'est quoi la ville? Le vivre ensemble définissant, qui est la définition justement ce qu'est une ville. Il faut qu'elle soit évidemment vivable et qu'elle soit intelligente ou pas, elle doit être vivable.
et les notions de confort, de qualité sont vraiment quelque chose qui vont faire que la ville sera acceptée par ses habitants. Mais là où justement c'est important et c'est là où ça fait aussi la différence, c'est les habitants. Donc moi, je pense que quels que soient les modèles utilisés, quels que soient les adjectifs qu'on va mettre à la ville existe par ses habitants. Et alors, Dominique, vous avez évoqué les artistes, mais finalement, c'est toute la société qui fabrique finalement la ville. J'en veux pour exemple ici à Hanoï, où on a des nouveaux modèles d'habitat qui arrivent, parfois un peu, qui semblent parfois un peu parachutés. Et en fait, il y a une sorte de force culturelle de la part des habitants de Hanoï qui fait que quelques années après, ces quartiers-là deviennent vietnamiens parce qu'ils sont habités par des Vietnamiens, avec des modes de vie qui changent sans doute, avec une nouvelle sociabilité sans doute, mais qui ne sont plus les modèles tels qu'ils ont été importés. Donc ça, je pense que c'est ce qui va faire que la ville est quelque chose de sensible, quelque chose d'accepté et d'apprécié par ses habitants. Je pense qu'on a parlé beaucoup de local, de global. Ce qui est important, c'est d'avoir une approche plus globale sur le local. C'est-à-dire, si on prend une ville intelligente, eh bien, en fait, il ne faut pas qu'elle soit qu'intelligente. Il faut qu'elle soit aussi durable, qu'elle soit sensible, etc. etc. Et donc, c'est peut-être ce qui peut manquer aussi dans certaines approches, parce qu'elles sont justement trop vues ou appréhendées par une seule entrée. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Et je ne sais pas comment on dit, alors je rends l'antenne. Merci beaucoup. Merci.